Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coésie pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Charles-Henri Mandala, c'est le président du syndicat des hôteliers et des restaurateurs ici à Mayotte. Il est avec nous. Charles-Henri, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pardon, Charles-Henri, une question. Tout le monde s'inquiète pour l'eau. Alors, on en a longuement parlé sur ce plateau au quotidien, les douches, les toilettes, l'eau pour boire tout simplement. Mais il y a le monde économique que vous représentez aujourd'hui, les hôtels et les restaurants, qui commencent à se poser de sérieuses questions. En quoi vous êtes perturbé par ce manque d'eau ? Tout simplement les perturber sur notre fonctionnement au quotidien, avec des risques de coupure qui vont être de plus en plus présents. Ouais. Nous sommes classés ERP, établissement recevant du public, donc avec une obligation d'avoir des points d'eau actifs, ne serait-ce que pour les sanitaires. Oui. Et bien évidemment, dans les établissements qui font de la cuisine, ça paraît assez compliqué de cuisiner sans eau. Ouais. Donc on risque d'avoir des problématiques de fermeture, évidemment. C'est des choses qui vous inquiètent? C'est des perspectives qui vous inquiètent? Oui, c'est une perspective qui nous inquiète évidemment fortement, puisqu'on n'a pas connu ce type de situation, en tout cas dégradée à ce point-là. Là, on a une projection jusqu'à la prochaine saison des pluies avec des scénarios différents qui peuvent sortir du chapeau post-Ramadan, avec peut-être jusqu'à 4 jours de coupure par semaine. On connaît aussi la problématique du calendrier de la SMAE qui donne les jours de coupure, mais qui n'est pas non plus exclu d'avoir des coupures qui arrivent n'importe quand, n'importe comment, si les réservoirs de tête sont plus approvisionnés. Donc les coupures intempestives, ça peut aussi arriver. Ça va être très compliqué de travailler. Ouais. Alors comment ça se passe dans une cuisine ou dans un restaurant quand vous savez qu'il va y avoir une coupure demain ou après-demain? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des réserves d'eau? Comment vous fonctionnez? Alors là, alors déjà, il faut effectivement regarder, peut-être réadapter nos plannings de fonctionnement tant que faire se peut. C'était une des discussions qu'on avait avec la préfecture, peut-être revoir nos jours d'ouverture ou de fermeture, les adapter si tant est que ce soit possible pour les établissements, en fonction des jours de coupure qui leur seront imposés. C'est une possibilité. De stocker de l'eau, ça paraît relativement difficilement faisable pour une question sanitaire, puisque au-delà de 48 heures, il y a quand même un risque bactériologique assez important. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Maintenant, si elle est destinée à l'usage de lavage de sol, remplissage des toilettes ou je ne sais, là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. Mais en tout état de cause, pas pour faire la cuisine ou manger, encore moins pour la boire. Mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que il pourrait y avoir des établissements qui ferment en fonction des dates de coupure d'eau. Et si, parce que cette fermeture, une fermeture a des conséquences économiques. Les salariés, les clients, le chiffre d'affaires, la rentabilité, les pertes. Oui. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on réfléchit à divers scénarios. On propose des solutions alternatives au service de l'État pour avoir des réserves tampons qui permettraient d'avoir un stockage d'eau sur les jours de coupure, mais un stockage d'eau quand même sous réserve de contrôle sanitaire, pas fait n'importe comment, avec un montage intelligent. C'est une possibilité. Et on essaye d'engager effectivement tout le monde à comprendre qu'il vaudrait quand même mieux financer et accompagner les entreprises pour soutenir le monde économique plutôt que nous voir être obligés de fermer nos établissements et mettre les gens au partiel. Alors justement, si après le Ramadan, comme on l'entend de plus en plus, et notamment de manière officielle du côté de la préfecture, il pourrait y avoir des coupures de 4 jours dans une semaine. Donc si je suis ce que vous dites, on fermerait 4 jours le restaurant par semaine, ça veut dire que là c'est fini, c'est mort. La problématique, c'est ça, c'est d'attendre effectivement quelle décision sera tranchée pour se repositionner. C'est très difficile d'anticiper. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout exactement quelle amplitude de travail on risque d'avoir. Et encore une fois, sachant que le calendrier aura beau être marqué, il n'est pas dit qu'il n'y ait pas des coupures supplémentaires au gré des événements de la journée. Donc c'est un vrai problème. Et les restaurateurs discutent un peu avec leurs collaborateurs, avec leurs salariés de la problématique, parce que, à vous entendre... il y a le chômage technique qui pointe en cas de coupure à rallonge. Oui, c'est une possibilité, effectivement. On en discute déjà avec nos salariés dans les établissements. On essaye d'anticiper. On a vu les services de l'État, notamment la DETS, pour voir un déblocage éventuellement extrêmement rapide de ce dispositif, si tant est que. Ceci étant, ça pose un vrai problème, à la différence d'une situation telle que le Covid, où vous avez une date d'ouverture, une date de fermeture, enfin une date de fermeture, une date d'ouverture fixe. On peut prévoir une plage de fermeture réelle. Là, aujourd'hui, si on a une coupure le lundi, le mardi, puis de nouveau le mercredi, on va faire comment ? On va ouvrir, fermer, on va ouvrir, fermer. Ça paraît relativement compliqué. Donc, franchement, c'est une situation qu'on ne connaît pas. On va essayer encore une fois de s'adapter, mais qui est très, très problématique. Après, sur les ressources en eau, bon,
Évidemment qu'il fallait bien un jour que ça passe pas, c'est cette année, ça y est, c'est fait. Maintenant, on a un attendait, rapport. hein. Oui, on s'y attendait. C'était qu'une question de temps. L'année dernière, on a eu un petit peu de chance. Cette année, ça passe plus. Bon, c'est comme ça. Évidemment que les infrastructures sont maintenant trop légères par rapport à la population et la consommation. Il y a peut-être aussi, très franchement, un rapport à l'eau qu'on devrait revoir, c'est-à-dire notre consommation en tant que citoyen, hein, déjà, puisque seulement 15% de l'eau qui est produite est destinée à être de l'eau potable, c'est-à-dire que 85% est utilisé à d'autres utilisations et pas forcément nécessite de l'eau potable. Donc il y a certainement effectivement nos habitudes à changer pour économiser nos ressources en eau dans nos établissements et puis dans notre vie au quotidien aussi. On dit que on est de plus en plus nombreux sur l'île, en tout cas certaines associations le pensent, et que la problématique de l'eau viendrait aussi de cette surpopulation ou cette démographie grandissante. Vous partagez cet avis ? Ça paraît assez évident, non ? Ouais. Si j'explique à ma fille de 13 ans, si elle invite 7 amis pour manger un gâteau d'anniversaire, chacun aura une part. Si elle en invite 15, ils auront tous une demi-part. Ça paraît assez évident à comprendre. Donc plus on est nombreux, moins il y a de ressources. À moins que vous trouviez moyen de multiplier les ressources et d'en créer d'autres. Donc usine de dessalement, nouvelles retenues collinaires, nouveaux forages, je ne sais, pluies diluviennes. Bon, pour l'instant, les pluies diluviennes, cette année, je crois que c'est raté, quoi. La clientèle réagit comment à cette problématique ? Parce que je sais que vous et tous vos confrères sont proches des clients, discutent avec la clientèle. Et donc ce sujet vient dans la discussion, forcément, le manque d'eau. Ça réagit comment du côté des clients ? Mais il y a une grande empathie au niveau de la clientèle là-dessus. Ouais. Les gens savent très bien que cette situation n'est pas de notre fait. D'autant que, je rappellerai quand même que là, on parle effectivement du problème de l'eau pour le monde économique, mais il ne faut pas oublier que ça touche l'entièreté de la population. Donc c'est une problématique qu'on partage tous sur cette île, et ce n'est pas une petite ressource, c'est une ressource majeure, vitale. Donc il y a une grosse source d'inquiétude. Mais les clients, évidemment, comprennent. Après, lorsqu'on a un délai de prévenance des coupures, on essaye d'anticiper et de réduire la voilure sur nos services, voire de les suspendre si tant est que ça soit faisable. On essaye de s'adapter au mieux, mais c'est pas facile. Vous avez rencontré les autorités, si mes informations sont justes, notamment du côté de la préfecture. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme solution concrètement ? Concrètement, l'hypothèse de pouvoir mettre les gens au partiel si tant est qu'on soit vraiment dans une situation difficile. Donc déjà, on vous a proposé de mettre les gens au chômage, en quelque sorte. Oui, déjà de pouvoir effectivement, déjà c'est quand même, faut pas oublier quand même que c'est aussi un moyen de protéger les salariés et d'éviter quand même les licenciements. Ça c'est une possibilité si les entreprises sont en très grande difficulté. Donc ça, c'est une chose qui est quasi actée. Ensuite, on discute avec la préfecture pour des systèmes qui sont des systèmes différents de stockage qui nous permettraient effectivement d'avoir un stock tampon pour faire tourner nos établissements, mais toujours en conformité avec la réglementation. Mais c'est ça, parce que l'histoire du stockage, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur ce plateau, tout le monde stocke. Oui. Tout le monde. Donc... à quoi servent les coupures ? Si on fait des réserves qui correspondent à quelque chose près, à quelques litres près, à nos besoins pendant les 3 jours de coupure, à quoi ça sert ? Voire plus des fois. Oui. Les gens ont tendance des fois à surstocker par peur effectuée comme l'essence. De toute façon, le problème il est le même. Quand on sait qu'il va y avoir une coupure à la station, on va s'imposer un plein systématique, voire des jerrycans dans le coffre, alors que bon, c'est pas forcément nécessaire. Effectivement, c'est aussi une question de discipline de tout un chacun. On en parlait tout à l'heure. Le citoyen, nous sommes tous citoyens, donc à nous aussi d'adapter nos comportements en fonction de la situation. Ça ne sert à rien, effectivement, aujourd'hui de taper des pieds. On ne va pas avoir de solution magique qui va sortir du chapeau. On peut effectivement tirer le constat de cette situation catastrophique et de faire en sorte que maintenant, il y ait une accélération sur les travaux, sur la remise en route du réseau, sur l'agrandissement des infrastructures, les investissements, pour qu'on puisse éviter l'année prochaine une situation pareille, voire pire. Pour les hôteliers, concrètement, j'ai déjà un peu la réponse, mais j'aimerais que vous puissiez nous en parler. Le tourisme d'affaires, à Mayotte, il y a pas mal de tourisme d'affaires, des gens qui viennent, qui prennent une chambre dans un hôtel pour venir faire du business. Coupure d'eau pendant 1 voire plusieurs jours, c'est déjà arrivé dans certaines communes. Comment les gens font ? Parce que il faut une douche, il faut tirer la chasse d'eau, il faut... Comment les hôteliers s'organisent ?
Ben, en termes de tourisme, c'est un vrai problème. Alors effectivement, on n'a pas du tourisme, un taux de tourisme à proprement parler extrêmement important. C'est effectivement essentiellement du tourisme d'affaires que nous avons. Ceci étant, c'est pareil. Quelqu'un qui loue une chambre, ça m'apparaît difficile de louer une chambre à 150 € la nuit et de me retrouver avec un seau de 20 litres à côté dans la salle de bain. Parce que c'est ça, en fait, à l'entrée de la porte, à l'entrée de la chambre, il y a un seau d'eau. Il y a un seau d'eau en disant, ben voilà, comme il n'y a pas d'eau, vous aurez un seau d'eau. Faites avec ces 20 litres. Mais ça renvoie vers un sujet beaucoup plus vaste, qui est celui de la volonté de développement du territoire et de l'image qu'on va renvoyer en termes de tourisme. Aujourd'hui, par exemple, on parle de l'hypothèse d'accueillir les Jeux des îles, par exemple, en 2027. Comment va-t-on faire si effectivement on se retrouve avec des délégations qui seront ici sur place, à qui on proposera de l'hébergement et un seau de 20 litres par terre pour prendre la douche après les épreuves. Au quotidien, quelqu'un qui vient à l'hôtel, qui paye une chambre, c'est assez légitime après son travail de prendre une douche sans se poser trop de questions. Donc il y a des prérequis qui aujourd'hui ne sont pas là pour le développement. On vous sent inquiet, Charles-Henri, hein? C'est un vrai problème, oui. Il y a des tours de passe-passe que je ne sais pas faire. S'il manque des carottes en magasin, on va s'adapter. S'il manque des pommes de terre, on va s'adapter. Si par contre il n'y a pas d'eau au robinet, ça devient difficile de s'adapter. À l'EDENA, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est clair. Il nous reste 2-3 minutes. Parmi les sujets d'inquiétude, il y a cette fameuse opération Wambushu qui devrait avoir lieu ou pas. En tout cas, les autorités, elles, n'en parlent pas officiellement. Les médias, eux, en parlent parce qu'elles peuvent en discuter avec certaines autorités en off, mais les autorités ne prennent pas la parole. Est-ce qu'au niveau des hôteliers, des restaurateurs, il y a une inquiétude? Et si oui, laquelle? Je crois qu'elle est la même pour tout le monde aujourd'hui sur l'île. Hein. Comme l'entrée en matière l'a très bien expliqué, il n'y a pas d'information officielle. On ne sait pas effectivement si cette opération va réellement avoir lieu ou pas. Voilà, on entend un peu des fois tout et son contraire, beaucoup de communication. Nous, on craint effectivement un pendant avec des problématiques effectivement d'émeutes ou de choses qui pourraient se passer, et aussi un après possible. Qu'est-ce qu'il adviendra après? Donc c'est une source d'inquiétude. En même temps, la population mahoraise aspire qu'à une chose, c'est la paix, la tranquillité, c'est bien légitime. Aussi bien le citoyen lambda que le monde économique. On aimerait pouvoir être en paix sur cette île. Et des opérations comme celle-ci, si elles devaient se tenir, ont été appelées des vœux des Mahorais depuis bien longtemps. Donc ce serait assez légitime, effectivement, que ce sujet soit pris à bras-le-corps. Maintenant, ça ne peut pas forcément se passer, effectivement, tranquillement. On le disait tout à l'heure sur la terrasse, Charles-Henri, vous, comme nous, comme d'autres, ont connu 2008. Et notamment l'épopée Mohamed Bakar. Est-ce que ce traumatisme de 2008 hante aujourd'hui nos têtes quand on parle de cette grosse opération Wambushu? Est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Oui, indiscutablement, oui. C'est des choses qui peuvent revenir à l'esprit. On a tous connu l'ultra-violence qu'il y a eu sur ces 48 heures de soulèvement. Ça avait été effectivement et on avait dit plus jamais violent. Ça, je me souviens, on avait dit plus jamais ça. C'était assez terrible. Et là, une montée de violence extrême. Mais bon, il faut quand même pas se mentir. Aujourd'hui, la situation a encore évolué ces dernières années. Et l'ultra-violence, elle est quand même quasi quotidienne sur beaucoup d'endroits et pour toutes sortes de sujets. Hein. Vous restez... positif? De toute façon, comme d'habitude, on va s'accrocher, on va essayer de s'adapter au mieux. Hein. Voilà. Hein. Pas de valise, on s'en va pas? Non, c'est pas dans les plannings. Je suis à Mayotte, je suis mahorais, je vis ici, mes enfants sont nés ici, ma vie est ici. Donc, comme tout mahorais, je supporte le bon comme le mauvais. Et vous avez bien raison. En tout cas, bon courage à tous nos hôteliers et restaurateurs et ceux que vous avez représentés aujourd'hui sur ce plateau. Beaucoup de courage parce que les jours à venir vont être peut-être compliqués. Il va falloir s'accrocher. Merci en tout cas, Charles-Henri. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.